Cette semaine, dans Afrique, nous nous intéressons au génocide rwandais. Nous allons d'abord à quelques kilomètres de Kigali où les familles de deux villages ont réappris à vivre ensemble 25 ans après le massacre. Nous rencontrons ensuite Jean Bosco et Pascal. L'un était victime, l'autre était bourreau. Ils nous racontent comment ils se sont réconciliés. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Au moins 160 habitants d'un village malien Peul ont été tués le week-end dernier par des membres présumés de groupes de chasseurs Dogon. Le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu sur place à Ouagassogou, promettant de renforcer la sécurité. En cas d'alerte, je ne peux pas tolérer, je ne tolérerai plus que le mettre 1 à 2 heures avant d'être sur le lieu. Les équipes doivent être en permanence mobilisées. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en temps de guerre. Ce massacre près de la frontière avec le Burkina Faso est le plus sanglant au Mali depuis 2013. Ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018 selon l'ONU. 2 semaines après le passage dévastateur du cyclone Idai, les sinistrés échoués sur les rives du fleuve Bouzy au Mozambique commencent à recevoir de l'aide humanitaire. Ces personnes ont vu leur vie détruite, elles n'ont plus de quoi vivre, elles ont perdu leur maison, leur ferme, leur culture, elles ont perdu leurs êtres chers et elles vont avoir besoin d'aide pendant au moins 6 mois, 1 an pour s'en remettre. Dans la région, les conditions actuelles d'eau stagnante, de manque d'hygiène, de corps décomposés, de surpopulation dans les centres temporaires sont propices aux épidémies. Au moins 139 cas de choléra ont été enregistrés au Mozambique. Les maladies sont inévitables. Ça va commencer à se produire dans 2 semaines et les gens vont contracter la diarrhée parce que les gens boivent de l'eau sale. Le cyclone a fait jusqu'à présent plus de 700 morts au Mozambique, pays le plus touché, et au Zimbabwe voisin. Le chef de l'État comorien sortant, Azali Assoumani, a remporté sans surprise la présidentielle dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages. Une élection rejetée par l'opposition qui crie au coup d'État. C'est vrai, il y a eu des couacs, mais on s'estime heureux parce que ça aurait pu être plus grave. Donc maintenant, on se félicite, on remercie Dieu et le peuple comorien. Mais comme j'ai dit aux autres, le plus facile a été fait. Maintenant, c'est le plus difficile. Arrivé 4e du premier tour de l'élection présidentielle, l'opposant comorien Swahili Mohamed a été arrêté après avoir dénoncé la réélection à ses yeux frauduleuse du président Azali Assoumani. Après des semaines de protestations populaires, le général Ahmed Gaïd Salah a demandé mardi que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à gouverner. Il exige que le leader en difficulté démissionne après 2 décennies au pouvoir, une procédure qui rend sceptiques certains manifestants. Le train est déjà passé, ça fait 7 ou 8 ans qu'on attend le changement. Maintenant le soulèvement populaire, avant en 90 c'était un soulèvement des partis et maintenant c'est un soulèvement populaire. Et le soulèvement populaire, il demande le départ de tout le gouvernement. L'appel du chef de l'armée algérienne pourrait bien précipiter le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien a vu ces dernières heures des soutiens le lâcher, comme l'ancien Premier ministre Ahmed Ouaya, qui a demandé sa démission. Le meilleur enseignant du monde, Peter Tabichi, a été accueilli en héros par ses élèves à son arrivée mercredi à l'aéroport de Nairobi. Âgé de 36 ans, il a été récompensé à Dubaï pour son dévouement par la fondation Varkey. Je ne m'y attendais pas, donc c'était un grand moment, pas seulement pour moi, mais aussi pour le Kenya, pour l'Afrique et tous les enseignants, pour mes élèves également, qui font face chaque jour à plein de défis. Ce professeur de mathématiques et de physique d'un village reculé du Kenya a obtenu $1 million pour le compte de l'année 2019 qu'il utilisera pour différents projets scolaires. Durant des années, ce puits rassemblait les villageois de Ruseke et Djieta, un point de rencontre et de vie, jusqu'en 1994 et le génocide après l'assassinat du président rwandais Hutu Juvenal Habyarimana. En 100 jours, 800 000 personnes sont assassinées, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Le point s'est alors mu en frontière de sang entre bourreaux et victimes. Victimes comme Dafrosa qui a perdu son mari et son fils. Ça a été une grande surprise pour nous, parce qu'on avait l'habitude de se réunir et de boire ensemble.
On s'entraidait, on s'invitait au mariage sans aucun problème. Après le massacre, une suspicion s'est installée durablement. Les deux villages continuent à utiliser la source, mais à tour de rôle pour limiter les interactions. Jean-Claude est l'un des premiers à tenter une réconciliation. Lui-même n'a pas participé aux tueries, contrairement à ses frères aînés. C'est en 2005 que commencent les premiers rapprochements entre les deux communes. Demander pardon n'a pas du tout été facile. La première fois que nous avons traversé pour demander pardon, nous étions environ une centaine de personnes. Dans nos rangs, les gens avaient peur. Les souvenirs douloureux rendent le pardon difficile pour certaines personnes. Josepha est la seule rescapée de sa famille. Personne n'est venu lui demander pardon. Aujourd'hui, elle accepte le processus de réconciliation de peur d'être mise à l'écart, mais n'est pas satisfaite pour autant. Reconnaître ces crimes uniquement devant les autorités sans revenir demander pardon aux victimes. Vous pensez que c'est suffisant? C'est loin d'être suffisant. Il manque beaucoup de choses, c'est superficiel. 25 ans après le génocide, la douleur est toujours vive, mais les jeunes générations, elles, veulent aller de l'avant. Ce sont les enfants des deux villages qui les premiers se sont rassemblés au point d'eau. Aujourd'hui, l'entraide a repris le dessus. Les habitants de Djieta cultivent des champs pour ceux de Rousseke. L'accolade est longue et chaleureuse. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans. Ils étaient à l'école ensemble. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. Pascal fait partie du groupe qui a assassiné le père de Jean Bosco lors du génocide. C'est une très bonne chose que nous soyons assis ensemble. D'autres devraient suivre notre exemple, de se comprendre comme nous l'avons fait après le génocide. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant. Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Ces deux paysans ont la soixantaine. Ils vivent dans le village de Moutete, à 45 km au nord de Kigali, une région agricole où ils font pousser du manioc, du sorgho ou encore des patates douces. Travailler semble évident aujourd'hui, mais le chemin vers le pardon n'a pas toujours été facile pour Jean Bosco. Ce n'était pas facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. En avril 1994, Moutete a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus. Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, a été rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Pascal a passé 18 années en prison après avoir été condamné par un tribunal populaire. Pour Jean Bosco, la reconstruction a été longue. Aujourd'hui, il est remarié et a eu 5 enfants. De jeunes développeurs de jeux vidéo se sont réunis mercredi pour échanger leurs idées à l'occasion du Game Jam du Bénin. Un événement qui vise à stimuler les jeunes talents de l'industrie dans le pays. C'est l'une des premières initiatives qui vise en fait à stimuler l'écosystème, à mesurer aussi la potentialité de l'écosystème béninois par rapport justement à l'industrie du jeu vidéo, savoir qui sont les fans, les passionnés de jeux vidéo au Bénin et aussi qui sont les créateurs de contenu, donc les créateurs de jeux vidéo. Alors que l'industrie du jeu vidéo est à ce jour principalement dominée par l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et l'Algérie, le Bénin et le Cameroun essayent de suivre la tendance. Le Cameroun a validé son ticket pour la CAN 2019 en dominant les Comores 3-0 le week-end dernier. Le champion en titre termine deuxième de son groupe derrière le Maroc. Oui, pour moi c'est une très grande satisfaction de voir qu'enfin on a une nouvelle équipe qui vient avec beaucoup de vivacité et de nouveaux joueurs qui amènent une nouvelle perspective. Et ça prouve que les choses sont en train de s'améliorer.
Le Burundi, la Guinée-Bissau et la Namibie ont également composté leurs billets pour la compétition, qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte. C'est tout pour cette édition d'Afrique, rendez-vous la semaine prochaine.